Voilà donc le chapitre 3 de la mécanique quantique. Il est consacré au formalisme mathématique de la mécanique quantique. Dans ce cours-là, je vais suivre le plan suivant. Donc, vous avez une formulation, je vais commencer par une formulation ondulatoire, où je vais donc parler de l'espace des fonctions d'onde, les opérateurs linéaires. Ensuite, on va voir donc ce formalisme dans ce qu'on appelle la formulation de Dirac, où on va parler de façon générale des espaces des états, des opérateurs linéaires et les observables et ce qu'on appelle les époques, les ensembles complets des observables qui commutent. Et on finira avec des exemples de représentation qui sont la position et l'impulsion. Alors on va commencer par la formulation ondulatoire. Ça veut dire quoi la formulation ondulatoire? On va prendre les fonctions d'onde que nous avons étudiées au chapitre précédent qui constituent les solutions de l'équation de Schrödinger. Alors ces fonctions d'onde, on va les voir à partir de maintenant comme des vecteurs qui appartiennent à un espace vectoriel. Donc cet espace vectoriel qu'on a noté ici F, vous voyez, donc avec ce symbole F, et donc ce symbole, donc cet espace vectoriel a une structure, la structure suivante. Donc les fonctions qui sont solutions de l'équation de Schrödinger, qui sont, donc nous avons noté psi r de t, des fonctions complexes qui dépendent de la position r et de t, bien elle satisfait la condition que nous avons appelée la condition de normalisation, qui veut dire que la probabilité totale de trouver la particule dans l'espace est égale à 1. D'accord? Et alors ces fonctions, bien sûr, ne supposons qu'ils sont continus, parce que donc ils représentent la réalité, la position de la particule dans l'espace, et ils sont bien sûr indéfiniment dérivables. Et à ce port borné pour pouvoir avoir cette condition de normalisation. Alors donc, dans ce cas, les psi donc forment des vecteurs de cet espace F qui est un sous-espace de l'espace général qu'on appelle l'espace des fonctions de carré sommable, qui est défini de cette façon-là. Vous voyez, c'est l'ensemble des fonctions qui sont définies de R3, des vecteurs, vers les R, vers le corps des complexes C, tel que l'intégrale de modulo carré de ces fonctions est toujours finie. Donc voilà donc comment on va voir à partir de maintenant les fonctions d'onde qui sont solutions de l'équation de Schrödinger. Donc on est amené à étudier ces espaces vectoriels, et pour étudier ces espaces vectoriels, nous avons besoin de la structure, de connaître qu'est-ce que c'est que la structure de cet espace vectoriel, donc on commence par étudier le produit scalaire. Alors le produit scalaire sur cet espace, il est défini par cette relation. Nous avons noté donc les fonctions d'onde. J'ai éliminé la dépendance de R, c'est pour simplifier l'écriture, c'est tout. Donc c'est les fonctions psi et xi, ils dépendent de la position R et de t, bien sûr, si je travaille à un instant t donné. Donc, vous voyez ici, donc c'est l'intégrale sur l'espace à 3 dimensions de la fonction conjuguée. Alors rappelez-vous, donc nous avons noté psi étoile, c'est le conjugué complexe de la fonction d'onde psi fois qui de R des 3R. Et bien sûr, donc ce produit scalaire en général, c'est un nombre. Donc si on regarde les espaces vectoriels ici, notre espace vectoriel, il est sur C. C'est un espace vectoriel sur C, donc c'est en général ce nombre-là est un nombre complexe. D'accord? Et donc les produits scalaires en général, ils possèdent ces propriétés, ces trois propriétés. Bien sûr, si vous prenez le produit scalaire d'une fonction avec elle-même, il est toujours supérieur ou égal à 0. Et il est égal à 0, c'est et seulement si psi égale à 0. Deuxième propriété, c'est qu'il est linéaire, on dit qu'il est linéaire par rapport à la deuxième position. Et donc, phi, psi plus xi est égal à cette relation. Donc, je peux sortir le psi. Donc, vous avez le produit scalaire de phi avec psi et phi avec xi. Et la même chose, si vous multipliez le psi avec un a, eh bien, vous pouvez le faire sortir. D'accord? Mais, pour ce produit scalaire sur C, parce que vous avez un espace vectoriel sur C, eh bien, vous avez cette relation.
Donc, l'ordre où on pose les facteurs de ce produit scalaire est très important. Donc, si je mets phi d'abord puis psi, c'est pas la même chose que psi et phi, mais la relation entre les deux, c'est que c'est l'un et le conjugué. Si vous écrivez le A ici, d'accord? Alors le A ici, eh bien, si vous voulez le faire sortir, eh bien, utilisez cette relation-là. Si vous avez un A ici, au lieu de A ici, vous avez un A ici. Alors, pour le faire sortir, vous utilisez cette relation avec celle-là et vous aurez, donc cette fois-ci, si le A ici, il va sortir avec une étoile ici. Donc, ça sort avec le conjugué complexe de A. D'accord? Donc, on dit que c'est un produit scalaire hermitien. D'accord? Donc, parce que nous avons cette relation de plus. Et là, donc voilà, donc l'espace vectoriel mené de ce produit scalaire est dit espace de Hilbert. Et bien sûr, donc une fois nous avons ce produit scalaire, nous pouvons calculer ce qu'on appelle le produit scalaire de vecteur avec lui-même. Et donc il est défini à partir de cette définition. Vous voyez, donc c'est xi, c'est psi. Donc je peux écrire ici module au carré. Donc c'est toujours positif. Nul, c'est bien sûr psi égale à 0. Et si je prends la racine carrée, eh bien j'aurai ce qu'on appelle la norme de vecteur psi. D'accord? Donc c'est la norme, ou bien c'est la longueur de vecteur. Et donc si vous avez en plus entre deux vecteurs psi et xi égale à 0, on dit que les deux vecteurs sont orthogonaux. C'est exactement le même langage que vous avez l'habitude d'utiliser dans les espaces vectoriels sur R. Alors, on peut, à partir de là, construire des bases discrètes, orthonormées sur notre espace vectoriel. Eh bien, il suffit de prendre une fonction d'onde que je vais cette fois-ci la noter par U et avec un indice I. Alors, le I ici, c'est un indice entier, des nombres entiers, donc c'est pourquoi on appelle cette base discrète. Et il peut être fini parce que nos espaces F, ici, c'est de dimension infinie. D'accord? Donc, il peut être fini ou bien infini. C'est une base de F. Et si vous avez toute fonction de F, il s'écrit de façon unique sur cette base. Donc, de cette façon-là, les alpha I sont uniques pour chaque psi de R. Et donc là, parce que vous avez ici une base. Et les alpha I sont bien sûr des nombres complexes. Et on appelle les alpha I sont les composantes de psi relativement à la base EIR. De R, ou bien les coordonnées de psi relativement à la base EIR. Donc c'est la représentation, si vous voulez, de psi une fois vous avez choisi une base dans l'espace vectoriel. Et là, donc, puisque vous avez ça, c'est une base, bien orthonormée, veut dire que si vous prenez le produit scalaire de UI avec UG, bien sûr, il dépend de R toujours, donc vous utilisez la définition de produit scalaire que nous avons construit sur F, et bien ça vous donne cette fonction, ou bien ce symbole de Kronecker, IG, qui est défini de cette façon, c'est I égale à G, c'est 1, c'est 0, c'est I différent de G. Dans ce cas, si vous avez cette relation, eh bien, votre base de F est dite une base orthonormée. Alors, on peut, si une fois nous avons une base, on peut déterminer les composantes, ou bien les coefficients, ou bien les coordonnées de chaque fonction d'onde sur cette base. Donc, il suffit d'utiliser le produit scalaire que nous avons construit sur cet espace vectoriel. Eh bien, je prends le produit scalaire de EI, par exemple, avec psi, eh bien, je l'écris de cette façon-là. Et si je suppose donc que j'ai écrit mon psi de R sous cette forme, donc comme un développement sur la base U et R, eh bien, les alpha I, je peux les faire sortir de l'intégrale parce que c'est des constantes qui ne dépendent pas de R. Toute la dépendance de R de psi, il est dans U, G de R. Eh bien, alors remarquez ici, plusieurs étudiants, ils font les erreurs, donc quand ils font plusieurs indices, ils ne prêtent pas attention de changer les indices parce que cette sommation, elle est indépendante de I. Le I, c'est un indice qui est fixe, qui est là. Mais le G, c'est un indice muet sur lequel je somme. D'accord? Donc je dois
quand j'exprime mon psi en termes de UI, il faut que je change l'indice pour ne pas le confondre avec le I qui est fixe. Alors là, je somme sur tous les indices. Et là, vous voyez donc, je peux le faire sortir et vous avez ce produit scalaire que je sais que c'est égal parce que la base, elle est orthonormée. Donc, c'est le symbole de Kronecker, delta IG. Eh bien, je somme sur G, vous voyez le I, il est fixe. Eh bien, tous les G qui sont différents de I donnent 0. Et donc, il reste un seul terme qui est quand G, parce que je somme tous les G, et donc le G égale à I. Donc, vous voyez le alpha I, c'est le produit scalaire de vecteur UI avec psi. Et donc, voilà, donc nous pouvons donc calculer les alpha I en calculant le produit scalaire de UI avec psi. Si j'ai l'expression générale de psi et les UI, donc je calcule cette intégrale et j'ai les alpha I de psi sur la base de UI. Alors maintenant, je peux aussi, donc si j'ai les expressions de psi, donc je sais mes vecteurs, tous les vecteurs ont des composantes relativement à cette base. Par exemple, je prends deux vecteurs, psi, xi, avec les coefficients pour psi, les alpha i, pour les xi, les coefficients sont les bêta i. Alors, vous voyez ici, j'ai utilisé le même indice, mais quand je vais faire la somme, le produit scalaire, pardon, eh bien, je dois donc changer ici le i, j'utilise ici le g. D'accord? Et donc, j'utilise donc la définition de produit scalaire. Et j'utilise ici la sommation avec i. Là, j'utilise la sommation avec g, avec indice g. Puis, je sors les alpha. Donc, j'aurai alpha étoile, bien sûr, parce que ici, donc, le psi, donc c'est psi étoile. Ici, donc, pour écrire le psi étoile, donc c'est le alpha i étoile avec e étoile. D'accord? Et donc, j'aurai alpha i et bêta g que je dois sortir. Et j'aurai l'intégrale de E I étoile U étoile G. Et donc l'intégrale de ça, c'est comme celle-ci, comme cette intégrale que vous aurez ici. Et donc ça donne le symbole de Kronecker une fois. Et donc puisqu'ici vous avez double sommation sur I et sur G, alors vous sommez sur G par exemple et le alpha I, donc le bêta G par exemple, ça vous donne bêta G multiplié par le symbole de Kronecker delta IG, et donc ça vous donne bêta I. Et ça reste la sommation I, et vous avez donc alpha étoile I, bêta I. Alors, si vous voulez calculer la norme au carré, alors il suffit de changer bêta I par alpha I. Donc, vous avez, en termes de coordonnées, vous voyez, une fois vous avez exprimé les vecteurs sur la base, eh bien, le produit scalaire devient exprimé en termes de coordonnées relatif à chaque vecteur sur cette base.